suis très heureuse ce soir d'accueillir les intervenants de cette conférence. Donc, Benoît Pierre, vous êtes président de la section Veille et Prospective du Césaire. Hugo, voilà, chargé de mission, et c'est grâce à vous et aux échanges que vous avez eus avec Nathalie Trélu que cette conférence a lieu ce soir et que nous pouvons vous accueillir aux archives départementales. Marie-Claude Rossard, c'est ça, qui est membre de la section Veille et Prospective et qui est la locale de l'État, la de Sébrienne, voilà. Vous connaissiez les archives, vous étiez déjà venus, voilà. Et puis Catherine Ranou-Vespel, membre aussi de la section Veille et Prospective, en tant que professeure à la faculté de lettres et langues de l'université de Poitiers, en tant que personnalité extérieure. Et nous sommes très honorés, je suis personnellement vraiment très honorée d'accueillir Yves Jean, président du Césaire. Je vous laisse la parole pour introduire cette conférence et nous dire quelques mots sur le Césaire, qui est un organe consultatif qui gagne à être connu. Voilà. Merci, Madame la Directrice. Et ça va aller, tout le monde. Ah oui, pour l'enregistrement. Donc merci pour votre accueil et bienvenue en Nouvelle-Aquitaine. Merci. Le Césaire, Conseil économique, social, environnemental de Nouvelle-Aquitaine, quelques mots. C'est l'autre assemblée à côté du Conseil régional. Donc vous élisez des conseillers et des conseillères lors du vote au suffrage universel. Et puis il y a une autre assemblée qui participe à l'organisation de la région, qui est le Césaire, avec 110 organisations régionales qui sont dans cette assemblée, dont Marie-Claude qui représente les libraires indépendants, les librairies indépendantes, Benoît qui représente les artistes, entre autres, voilà. Et puis on a 3 principaux collèges, un collège d'employeurs où il y a le MEDEF, la CPME, l'UDP, les chambres consulaires, les technopoles, enfin voilà, l'ensemble des filières économiques. Un collège d'organisation syndicale, avec tous les syndicats en fonction de leur poids relatif, et puis un collège dans lequel il y a Benoît, Marie-Claude, je représente l'Université de Poitiers, l'ancien président de l'Université de Poitiers, voilà, donc les associations d'éducation populaire, Chani Rouget, qui est sans doute connu aussi ici que dans tout le département, et puis plein d'autres collègues des Deux-Sèvres qui font partie de cette assemblée. Une assemblée qui a failli être supprimée grâce à l'extrême droite et à la droite, et puis le parti des macronistes, puisque la commission mixte paritaire le 20 janvier, au détour d'une phrase, il y a un député qui a dit en fait les Césaires pourraient devenir des assemblées facultatives selon les conseils régionaux. Et donc la loi a été votée le 14 avril à l'Assemblée, le 15 avril au Sénat. Le 21 avril, le groupe socialiste et les écologistes ont déposé un recours contre la loi concernant les ZFE de Lausanne, mais aussi la suppression des Césaires. Il y a eu un autre groupe, le groupe Modem, une partie des macronistes, dont Elisabeth Borne, par exemple, l'ancienne préfète de la Vienne, ancienne première ministre, et puis d'autres qui sont associés à ce dépôt de recours, ainsi que certains députés d'Horizon et du groupe Piot. Le Conseil constitutionnel a considéré que la suppression des Césaires c'était un cavalier législatif, dans le sens où cette loi est une loi dite de simplification de la vie économique et qu'on n'intervient pas, on ne décide pas de normes pour les entreprises, etc. Enfin, voilà, on ne touche pas à ces questions-là. Et par ailleurs, l'avis du Césaire est important puisqu'il précise que par nos avis, nous contribuons à l'administration de la région, c'est-à-dire qu'il institutionnalise notre assemblée plus que ça a été précédemment. C'est une assemblée, donc c'est un enjeu majeur, et on est en lien avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est un enjeu majeur, derrière, c'est quelle conception de la démocratie. Si le Rassemblement national et puis une partie de la droite souhaitent supprimer le Césaire, les corps intermédiaires, etc., c'est pour pouvoir avoir un pouvoir autoritaire où ni les syndicats ni la partie de la société civile s'expriment. Et quand on lit les cahiers de doléances des Gilets jaunes, on voit que, et mes collègues vont vous en parler, que bien sûr il y a des revendications sur le pouvoir de vivre, mais il y a aussi des revendications de citoyens sur le fait que les citoyens participent plus à l'élaboration des politiques publiques. Et le rôle du Césaire, c'est de fournir au Conseil régional des avis sur toutes les politiques régionales. On se saisit de sujets
Je vous donne juste quelques exemples, parce qu'après je vais me faire engueuler par Benoît qui va dire tu m'avais dit que ce serait court. Il m'avait dit que ce pas trop long. Voilà. Il m'avait même court, il m'avait dit. Mais bon, voilà. Dans les derniers rapports que l'on a produits, un rapport sur mobilité et espaces ruraux, un sujet qui concerne tous les espaces ruraux de Nouvelle-Aquitaine, dont ceux des Deux-Sèvres, à partir de beaucoup d'expériences qui ont lieu, de solidarité qui ont lieu. Mais en fait, quand on est sur le plateau de Mille-Vaches, on ne sait pas ce qui se passe en Vienne-et-Gartempe. Quand on est dans tel territoire, on ne sait pas ce qui se passe dans les territoires voisins. Enfin bon, voilà. Donc, à partir de ce rapport, on fait des propositions au Conseil régional. On vient de terminer un rapport sur l'intelligence artificielle et l'impact sur les filières économiques de Nouvelle-Aquitaine, donc les questions d'emploi, de formation et de l'avenir d'un certain nombre de salariés. On a terminé en décembre un rapport sur l'accès à l'enseignement supérieur, puisqu'en fait, les taux de réussite au bac sont très élevés en Nouvelle-Aquitaine, les taux d'accès à l'enseignement supérieur sont un des plus faibles de l'Hexagone, ce qui pose un vrai problème de formation des futurs cadres, ingénieurs, et un vrai problème d'ascension sociale. On s'aperçoit que les enfants, les lycéennes et les lycéens issus des milieux qui n'ont pas les codes culturels pour comprendre comment fonctionne Parcoursup, en fait, ne s'inscrivent pas à l'université, parce qu'ils ont aussi l'image de l'université qui est un peu datée, enfin voilà. Donc là aussi, on fait des propositions sur les questions d'orientation, sur les questions de logement, de déplacement. Et puis, un rapport sur transition écologique et mutation industrielle, à partir de PME et de PMI qui ont fait le choix de faire évoluer leur système de production, d'aller vers un système de production qui est attentif à la transition écologique, qui est attentif à l'utilisation des ressources naturelles, en associant beaucoup plus les salariés et les entreprises qui sont plus efficaces d'un point de vue économique et où le dialogue social est bien plus important qu'avant. Voilà. Donc un certain nombre de rapports. Regardez le site. Comment ? Disponibles. Les synthèses sont à l'entrée et puis il y a quelques rapports qui sont disponibles. Merci Morgane et Madame la directrice, je vous passe la parole et merci pour votre accueil et l'accueil que vous avez réservé avec vos collègues aux membres du Césaire qui sont venus travailler ici aux archives de Lyon. Merci. Merci Monsieur le Président. Je vous laisse. Non. Vous applaudirez. Bonjour messieurs, mesdames, on est très heureux d'être ici puisqu'on a été très très bien accueillis déjà l'an dernier pour faire nos travaux d'études, des cahiers de doléances et on est très très heureux de cette invitation que vous nous faites pour pouvoir restituer un petit peu ce rapport. Alors, sans attendre, ce rapport s'appelle « Vivre dignement ». Les cahiers de doléances exigent toujours une réponse. En mars 2024, le président de région, Alain Rousset, nous a saisis dans une volonté de mieux comprendre le vécu et les attentes des Néo-Aquitains et des Néo-Aquitaines, au vu des différents mouvements sociaux qui avaient secoué la société française et donc la société néo-aquitaine. L'objectif était de nourrir ces réflexions quant à la stratégie régionale de développement territorial, dont Yves Jean vient de vous faire une présentation plus exhaustive que je vais le faire, mais pour rester tout à fait concentré sur ce qu'on a trouvé dans les cahiers de doléances de Nouvelle-Aquitaine et aussi particulièrement dans ceux des Deux-Sèvres. Alors, nous avons commencé à travailler sur ce sujet alors que les cahiers de doléances connaissaient un regain d'intérêt dans le débat public, 5 ans après leur rédaction, notamment au moment de la dissolution de l'Assemblée nationale, dont tout le monde, évidemment, se souvient très bien. Les cahiers de doléances représentent un matériau très très riche et divers, dans la mesure où citoyens et citoyennes étaient libres dans leur écriture. Merci à nos 2 contributeurs, qui sont venus sans doute librement aussi, j'espère. Et donc une libre écriture, que ce soit dans la forme ou dans le contenu, qui portait sur l'ensemble de la région, alors que les chercheurs sur le sujet tendent à privilégier les analyses au niveau national ou au niveau départemental, sachant que nous, au Césaire, en relation aussi avec les services de la data, on a plutôt tendance à se concentrer sur les bassins de vie. Bon, voilà. Donc là, c'est juste, je vais aller très vite sur ce niveau de complexité-là, la question des échelles, est toujours quelque chose d'un peu compliqué à choisir au départ d'un travail. Nous avons dû adapter notre méthode à ces éléments. Nous avons travaillé sur un échantillon des cahiers de doléances dans 5 départements. Et nous avons complété ce travail en nous appuyant sur les travaux scientifiques
La Nouvelle-Aquitaine est une des régions les plus étudiées, notamment grâce au projet de recherche Doléances, financé entre autres par la région. Notre rapport est également enrichi par des cartes régionales, dont Hugo, notre chargé de mission, vous fera une présentation détaillée tout à l'heure. Donc, carte régionale réalisée par les chercheuses Sabine Plou, Laurence Jolivet et Catherine Dominguez. Il faut préciser que ces travaux sont toujours en cours. Des résultats intermédiaires nous sont parvenus tout au long de notre travail, y compris il y a quelques mois, ce qui a nécessité d'affiner régulièrement notre analyse. Nous avons d'abord cherché à comprendre les caractéristiques des doléances et leur contenu. Ainsi, l'expression « vivre dignement » s'est imposée. Elle résume bien l'aspiration commune de dignité citoyenne qui est portée par les doléances. Cette dignité citoyenne repose sur deux dimensions, le pouvoir de vivre et le pouvoir d'agir. Face à ces résultats, nous avons exploré chacun de ces thèmes, leurs causes et les liens entre eux. Il apparaît ainsi clairement que l'ensemble des attentes exprimées témoignent d'une rupture du contrat social pour une partie de la population. Nous observons aujourd'hui combien les doléances sont toujours d'actualité, alors qu'aucune réponse claire ne leur a été apportée. Ces cahiers exigent toujours une réponse. Le rapport ouvre donc une réflexion profonde et systémique. Comment développer le pouvoir d'agir et le pouvoir de vivre de la population dans le cadre d'un nouveau contrat social co-construit et garantissant l'équité territoriale en Nouvelle-Aquitaine. Catherine ? Alors, nous allons faire un petit retour en arrière dans le temps, puisque notre objet d'étude nous demande de revenir en 2018, soit il y a 8 ans. Donc ça fait 8 ans que cet objet d'étude attendait d'être mis un peu sous les projecteurs. Quel était le contexte en 2018 ? C'est un contexte de fort mécontentement qui est alimenté par un ensemble de mesures qui sont liées à la circulation automobile. La limitation de vitesse à 80 km/h, ça vous rappelle sans doute des choses. L'augmentation de la taxe dite taxe carbone, qui a pour effet l'augmentation du coût de l'essence à la pompe. Vous pouvez faire les rapprochements avec la situation actuelle aussi. Le durcissement du contrôle technique pour les véhicules et l'augmentation du nombre de radars. Cet ensemble de raisons liées aux véhicules entraîne des réactions, en particulier sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui deviennent virales. Et cela aboutit, entre autres, à la date du 17 novembre. 17 novembre 2018, on peut considérer que c'est la date de naissance du mouvement des Gilets jaunes autour des ronds-points. C'est ce jour-là que des personnes se mobilisent à la suite de l'appel lancé sur les réseaux sociaux pour protester contre la situation que ces personnes jugent intolérable. À partir de cette date, des rassemblements vont donc être organisés de manière très régulière, systématique, qui seront scandés en actes tous les samedis, acte 1, acte 2, etc. Les premiers cahiers de doléances, on les voit apparaître sur les ronds-points, donc à partir de la période du 17 novembre 2018. Ce sont donc les tout premiers cahiers de doléances, sont d'abord des cahiers de gilets jaunes sur ces fameux ronds-points. Ils sont ensuite complétés, j'allais dire relayés, mais ce n'est pas le bon mot, ils sont complétés par une première initiative de maires, les maires d'Île-de-France, qui mettent à disposition des cahiers dans leur mairie, pour que les citoyens, donc au-delà du mouvement des Gilets jaunes, viennent s'exprimer. Ces maires sont motivés par l'inquiétude devant l'agitation qui bouleverse la société. Viennent à leur tour, très peu de temps après, quelques jours après, nous sommes en décembre 2018, là, l'association des maires ruraux de France lance l'opération Mairie ouverte. L'opération Mairie ouverte permet à tout citoyen, citoyenne de ces communes-là de venir remplir des cahiers qui sont mis à leur disposition sans contrainte particulière. En janvier 2019, le président de la République récupère cet outil de participation citoyenne que sont les cahiers
dans le cadre de ce qu'il a appelé le grand débat national. Donc on peut considérer qu'il existe en fait 3 grands types de cahiers, dits cahiers de doléances. En fait, il y a des intitulés qui sont très variables. Hein. Cahier de citoyen, cahier d'expression libre, cahier gilet jaune, parfois c'est cahier de territoire. Enfin, vraiment, il y a toute une série d'appellations tout à fait libres. Il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des productions effectives des gilets jaunes, des autres productions écrites qui débordent le seul mouvement des gilets jaunes et qu'on va pouvoir retrouver dans les cahiers des mairies, sachant que des gilets jaunes ont pu aussi venir contribuer aux contributions dans les mairies. Alors, les cahiers de doléances, ne constituent pas le seul dispositif de participation citoyenne qui est mis en place au cours de cette période. Vous pouvez le regarder, le constater là sur la partie gauche de la diapo. En fait, qu'il s'agisse du mouvement des Gilets jaunes, de l'opération Mairie ouverte ou du grand débat national, les citoyens et les citoyennes ont pu s'exprimer à travers différents canaux, des réunions locales, des assemblées délibératives, assemblées d'assemblées, des courriers, des mails, des plateformes en ligne. Par exemple, la plateforme du grand débat, donc lancée par le gouvernement et le président, se voit, complétée par la plateforme du vrai débat, qui est la plateforme lancée par les Gilets jaunes. On voit bien qu'il y a un rapport dialogique et polémique dans les intitulés là. C'est donc dans ce contexte de débat très intense que les doléances ont été rédigées, et ces doléances font l'objet de discours médiatiques. Plus précisément, au cours de cette période, le mouvement des Gilets jaunes fait l'objet de nombreuses idées reçues, qui sont alimentées par les discours médiatiques. On parle beaucoup des Gilets jaunes dans les JT et autres, mais aussi par les discours politiques. Et ces idées reçues, elles ont été depuis invalidées, au moins en partie, par des enquêtes. Vous en avez un petit échantillonnage là, sur la partie droite de la diapo avec le commentaire qui leur correspond, faux. Alors, on n'a pas mis ceux qui étaient vrais, parce qu'on n'a pas considéré qu'une idée reçue pouvait être vraie. On a été tempéré en disant parfois inexact. Pourquoi inexact? Parce que, en fait, des idées reçues, par exemple, telles que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de la France périphérique. C'est un raccourci. C'est vrai, mais partiellement. Ce mouvement a commencé dans les zones périurbaines et dans les territoires ruraux, mais il a été rejoint, il a glissé vers les centres urbains, où il a été rejoint par des militants qui étaient plutôt dans ces centres urbains. Et donc, il y a aussi la France des grandes cités qui contribue au mouvement des Gilets jaunes. Autre idée reçue, qui est dite inexacte, c'est un mouvement populaire. C'est inexact parce que oui, bien sûr, les Gilets jaunes sont constitués en partie de personnes représentant les milieux dits populaires, des personnes précarisées, des retraités, des petits retraités, des ouvriers, des ouvrières, des petits artisans. Mais à côté de ces personnes-là, qui sont effectivement représentatives, les représentées, on va trouver des militants des grandes villes, donc des villes moyennes, qui sont issus de catégories moyennes ou de catégories supérieures. Donc les profils sont beaucoup plus mélangés que ce qui est apparu dans les discours médiatiques. Donc on en revient au profil des gens qui sont venus remplir ces cahiers de doléances en mairie. Alors on n'a peu ou pas de certitude sur ces contributeurs et ces contributrices. D'abord pour une raison simple, c'est que dans ces contributions, personne ou peu de personnes n'indiquent la profession, la formation, le milieu social, évidemment. La plupart des contributions ne sont pas signées, puis même si elles l'étaient, il est très peu question des professions et des formations. Mais cependant, les études quand même qui ont été menées ces dernières années, puis la lecture que nous avons faite ici, des lectures nombreuses ici en Deux-Sèvres, mais également dans les autres départements de Nouvelle-Aquitaine, montrent tout de même et identifient des grandes tendances. D'abord, Catherine le disait, il y a peu de gilets jaunes qui sont venus en mairie.
il y a eu des cahiers de doléances remplis sur les ronds-points et seulement sur les ronds-points, qui ont été remis dans les mairies pour certains, et qu'on a retrouvés aux archives. Par exemple, à Niort, on a trouvé les cahiers de doléances des ronds-points d'Effre, qui avaient été rédigés en rond-point et ont été remis en mairie ensuite. Mais tout ça pour dire que les caractéristiques tout de même des personnes qui viennent remplir ces cahiers de doléances en mairie sont à la fois des gens des profils très diversifiés, mais qui quand même présentent pour beaucoup des caractéristiques assez communes avec les profils des Gilets jaunes. Beaucoup sont issus des milieux ruraux peu denses. Beaucoup de femmes, énormément de femmes, sont venues intervenir et venues écrire dans ces cahiers de doléances. Le plus souvent, ce sont des mères célibataires, des mères précarisées, des femmes retraitées, mais avec des petites retraites extrêmement modestes. Catherine, tu le disais, ce sont des catégories en grande partie populaires et moyennes, même si effectivement plus tard elles sont rejointes par des catégories plus élevées, on va dire. Ce qui me semble important aussi à dire, c'est que ce sont vraiment des hommes et des femmes qui ont été le plus souvent éloignés des espaces de décision politique et qui, pour une fois, se sont sentis légitimes à prendre la parole et à s'inscrire dans l'histoire avec un grand H. Et du coup, on retrouve dans ces cahiers de doléances des symboles de la République. Ça va être la Marianne, ça va être la Déclaration des droits de l'homme, les doléances de 1789, voilà. Donc ça, c'est voilà pour les profils. Si on passe à la diapo suivante, alors là, on vous montre des exemples des formes très diverses qu'on a pu trouver. Il y a évidemment les listes de propositions qui sont très semblables à un programme politique, des listes qui sont très organisées, montrant, ça c'est intéressant, moi ça m'a beaucoup frappé, ça, montrant combien les gens ont réfléchi, ont travaillé, et qu'ils ne sont pas arrivés les mains dans les poches pour écrire 2 lignes et demie sur les cahiers de doléances. Il y a vraiment des gens, j'ai été marquée parfois, et on a rencontré des contributions qui faisaient 20-30 pages, et qui étaient classées par thème. Il y a l'écologie, la démocratie, le travail, le pouvoir d'achat, et la fiscalité qui revient extrêmement souvent, on le verra plus tard. Voilà, donc ça c'est je trouve extrêmement frappant. L'autre type de rédaction, de forme qu'on a pu trouver, vous le voyez, ce sont les textes manuscrits qui sont sous forme de lettres ou de rédigés en tout cas à la première personne, et qui sont des sortes de récits de vie, avec des éléments qui sont pris dans le quotidien et l'intime des gens, et qui pour souvent terminer vers un nous collectif, presque universel. Alors c'est une expérience individuelle qui débouche sur une construction politique en quelque sorte. Et ça, on a trouvé ça vraiment très souvent. Une lettre qui commence par « je », par « Monsieur le Président », d'ailleurs on le voit, c'est très souvent ça, d'ailleurs on s'adresse à Monsieur le Président, et puis qui demande une réponse de manière très explicite à la fin des quelques lignes qui sont données, et qui termine parfois par un « nous ». Nous, on a besoin d'eux, ou nous, nos vieux ont besoin d'eux. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça qui s'élargissent en fonction et à mesure du texte. Donc voilà, alors, 2 précisions, on vous a mis, puisqu'on est à Niort et qu'on a travaillé à Niort plusieurs jours, la diapo de gauche vient justement des cahiers de doléances écrits sur les ronds-points à Effre. Celle qui met une liste avec des lignes surlignées. Et puis celle de droite, c'est la charte des Gilets jaunes qui se trouvait tout au long du mouvement sur le site officiel national des Gilets jaunes, qui est aussi un programme politique en fait, et qu'on a trouvé sur un cahier à Niort. Voilà à peu près ce qui me semblait important de dire sur ces questions de forme et de contributeurs. Merci Marie-Claude. Alors le rapport identifie les territoires qui se sont le plus mobilisés.
à ce sujet, il convient de bien distinguer la répartition territoriale du mouvement des Gilets jaunes et celle des cahiers de doléances. Le mouvement des Gilets jaunes a débuté dans les territoires ruraux et périurbains, on a déjà dit, mais les habitants et habitantes de ces territoires ont été rapidement rejoints par les populations urbaines, comme l'a indiqué Catherine. À travers des grandes manifestations, il est donc réducteur de dire qu'il s'agissait, comme l'a nommé certains, d'un mouvement de la France périphérique. Mais là, ça a déjà été dit par Catherine, tout ça. Donc, donc oui, au niveau des Deux-Sèvres, si on regarde les cartes du coup donc là c'est une carte sur les communes qui ont ouvert des cartes de doléances, mais on a eu aussi des cartes sur le mouvement des Gilets jaunes qu'on vous a pas mis ici, qui sont un peu anecdotiques par rapport à notre propos, mais c'est quand même intéressant de dire que on voit qu'il n'y a pas eu une mobilisation forcément très importante dans les Deux-Sèvres par rapport à la population. Parce que ce qui est toujours intéressant dans ces recherches, c'est de ramener au nombre d'habitants d'un territoire. Sinon, on constaterait juste des territoires urbains qui sont plus mobilisés parce que plus nombreux, et des territoires ruraux moins mobilisés parce que souvent moins nombreux. Or là, quand on rapporte à la population, il y a bien des territoires qui se sont beaucoup mobilisés en Nouvelle-Aquitaine, notamment la région Limousin et les départements charentais, et également les Pyrénées-Atlantiques. Mais les Deux-Sèvres un peu moins. Et en rapportant le nombre de mobilisés, donc voilà, le nombre d'habitants, ce que je disais, par contre, des fois, on observe quelques foyers de mobilisation, et là, on retrouve aux archives finalement avec des cahiers qui ont été des cahiers rédigés sur les ronds-points à Effre, à Niort et à Limalonge. Donc 3 villes où là, les archives ont reçu des cahiers qui venaient de ronds-points. Sur les cahiers de doléances, il faut rappeler, et c'est pour ça que c'est important de commencer par cette carte-là, que toutes les communes n'ont pas ouvert de cahiers. On vous a expliqué que c'était une démarche que les maires pouvaient entreprendre librement. Donc là, vous avez une carte et le contraste est assez fort quand même au niveau de la France. Vous voyez, dans l'Est, il y a très peu de communes par département qui ont ouvert des cahiers. Et dans la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une situation assez intermédiaire. Si vous regardez la région Sud, PACA, et la région Bretagne, là, pour le coup, tous les départements quasiment ont eu à peu près la moitié des communes qui ont ouvert des cahiers de doléances. Dans les Deux-Sèvres, on est à 47%, donc on est sur un assez modéré. Et vous voyez d'ailleurs qu'avec la Charente et les Pyrénées-Atlantiques, en Nouvelle-Aquitaine, c'est les départements qui ont ouvert le moins de cahiers de doléances. Pour autant, donc ça fait 137 communes sur les 290 qui étaient recensées en 2018. Et parfois, on a aussi plusieurs cahiers par commune. Donc c'est le cas à Effre où il y a 5 cahiers, dont 4 cahiers de Gilets jaunes. Et c'est le cas dans toutes les autres villes qui sont citées ici, où on a 2 cahiers par commune. Donc Égondigné, Limalonge, Lorette d'Argenton, Niort, voilà. Et ensuite, sur les territoires les plus mobilisés, ensuite, il a été question d'étudier le nombre de contributions par habitant. Là aussi, dans un souci de représentativité par rapport à la population des territoires, et pas seulement de constater des différences démographiques liées à la taille des communes. Et donc, en France, on a à peu près 225 200 contributions, ce qui fait 19 900 cahiers, donc c'est quand même considérable, dont 600 qui sont restés vides, parce que dans certaines communes, un cahier est ouvert, mais personne n'est venu, ne s'y est rendu pour écrire. En Nouvelle-Aquitaine, on est à 28 000 contributions, avec 2500 cahiers et 100 cahiers qui sont restés vides. Et ça fait, du coup, de la région Nouvelle-Aquitaine, une des régions qui a le plus participé par rapport à sa population. Donc là, Benoît vous l'a dit, on est encore sur des chiffres qui sont à l'étude, qui sont toujours en cours de traitement, parce que c'est des gros fichiers en fait qui ont été centralisés au niveau national avec le travail très riche qu'ont fourni les archives. Et là, vous avez un témoignage de tout le travail important de classification et d'études des documents qui sont du coup classés aux archives. Et donc voilà, en Nouvelle-Aquitaine, vous avez une des régions qui a le plus participé. Et si on regarde cette fois-ci par département, vous voyez qu'en fait, ce qui se dessine à peu près, il y a 2 axes. En fait, il y a un axe qui part de la Bretagne et qui descend jusqu'au sud-est. Et vous avez un axe en fait qui reprend un peu ce qu'on appelait avant la diagonale du vide, et ce que maintenant les chercheurs parlent plutôt de diagonale des faibles densités, parce que c'est un peu péjoratif de parler de diagonale du vide. Et donc on a une forte mobilisation du coup des territoires peu denses. Donc là, c'est pas en regardant les départements, mais c'est simplement en regardant par commune et en étudiant le ratio. On voit qu'en fait, dans les communes les moins denses, c'est celles qui ont le plus participé.
Donc c'est quand même un résultat assez conséquent et intéressant, parce que du coup il y a des cahiers qui étaient ouverts dans les grandes villes, mais peu de gens se sont mobilisés par rapport à la population. Et on a des différences infrarégionales. Donc là, vous voyez en Nouvelle-Aquitaine un autre résultat assez intéressant, c'est que alors que les Deux-Sèvres sont un département où il n'y avait pas forcément beaucoup de communes qui ont ouvert des cahiers, là ils apparaissent en rouge comme un département avec une situation assez modérée dans le nombre de contributeurs par habitant. Pour autant, ce n'est pas le département qui a le plus contribué. Ceux qui ont le plus contribué, c'est la Charente-Maritime, la Dordogne et le Lot-et-Garonne. Et c'est assez significatif de souligner que la Charente-Maritime avait 95% des communes qui ont ouvert des cahiers de doléances. Donc ils ont été particulièrement actifs. Alors après, les raisons de ces différences territoriales, elles sont encore étudiées par les chercheurs parce que c'est un peu flou, notamment sur pourquoi on a ouvert un cahier ou pas, quels départements se sont déplacés. Mais on a quand même ce critère de la ruralité. Et ensuite, quand on regarde avec les cartes des intercommunalités ou des communes, en fait, ce qu'on voit se dessiner finalement en négatif, ce sont les territoires qui sont les plus éloignés des grandes agglomérations. Vous voyez un vide autour de Bordeaux, un vide autour d'Angoulême, des différentes capitales, mais tous les territoires qui sont en périphérie, souvent, ont beaucoup contribué. Et c'est aussi les territoires où le revenu médian par habitant était le plus faible. Donc ces corrélations, il faut encore les étudier finement pour voir s'il y a une vraie corrélation scientifique, mais du moins sur la carte, c'est quand même assez frappant de voir qu'on a ces quelques rapprochements qui sont possibles. Alors, quel contenu a-t-on trouvé dans ces fameux cahiers de doléances? Donc ça, on est bien d'accord. Là, nous parlons des cahiers qui ont été déposés, enfin, que les mairies ont mis à disposition, auxquels se sont ajoutés quelques cahiers de Gilets jaunes. Mais l'essentiel de notre corpus, ce sont quand même les cahiers des mairies disponibles dans les mairies. Il faut d'abord prendre quelques précautions, puisque le contenu des cahiers a été, dans un premier temps, passé par le filtre de l'intelligence artificielle, la fameuse IA, qui a fait des transcriptions. Alors, si aucun humain ne passe derrière les transcriptions de l'IA, la fiabilité est, je ne vais pas donner de pourcentage, mais la fiabilité est discutable, on va dire ça comme ça. Il faut absolument qu'un regard humain passe derrière pour vérifier les transcriptions qui sont proposées par l'IA, tout simplement parce que la graphie humaine n'est pas toujours bien décodée par l'IA, et donc ça donne des choses plus ou moins fidèles. De même, il y a des limites sur les analyses par groupe de mots. Il peut y avoir des biais qui sont induits, donc il faut être prudent sur les résultats qui sont tirés et qui ont été tirés un peu rapidement de bureaux privés auxquels ont été d'abord confiés les résultats du grand débat national. De même, il faut avoir une prudence sur la hiérarchie des propositions qui sont les plus fréquemment mentionnées. Bon, il y a quand même des vedettes, l'ISF, retour de l'ISF, retour de l'ISF, retour de l'ISF. Ça, c'est vraiment un leitmotiv des cahiers. De même, comme il y a beaucoup de retraités qui sont venus écrire, faire leur contribution dans les cahiers mis à disposition dans les mairies, il a beaucoup été question de la CSG sur les retraites et la demande est portée beaucoup aussi sur la réindexation des retraites sur le coût de la vie. Bon, alors, il y a quand même une caractéristique commune qui a été identifiée, c'est une opposition récurrente, et ça, quel que soit le territoire dans la France, l'opposition entre un « nous » et un « eux ». Cette opposition, elle se fonde sur le sentiment d'une absence d'écoute de nous par eux, d'une absence de considération de nous par eux, le sentiment d'une ignorance de ce qu'est la vie de nous. Ma syntaxe est faite exprès ou du mépris à l'encontre des conditions de vie que connaît toute une population, toute une partie de la population qui s'identifie par ce « nous ». Alors, qui peut-on percevoir derrière ce « nous » ça se déduit en fait parfois parce que c'est explicité dans la contribution de la personne. Je suis retraitée de l'éducation nationale. Je me tourne vers
Vous avez écrit ça. Ou bien ça se déduit, disons, de l'accumulation d'indices dans le texte de la contribution. Donc on peut percevoir qu'il y a les retraités, hommes et femmes, les habitants et habitantes des territoires ruraux, tout simplement parce que beaucoup de cahiers ont été ouverts dans les petits bourgs des territoires ruraux. Donc des contributions qui émanent dans ces cahiers des mairies, j'insiste encore, ce sont les cahiers dans les mairies. Ces contributions, elles émanent de catégories qui sont souvent invisibilisées. Marie-Claude y a fait allusion tout à l'heure. Ces contributeurs et ces contributrices peuvent se désigner plus généralement comme des citoyens ou des citoyennes ordinaires. Et c'est vraiment le flambeau qui est brandi. Nous sommes des personnes ordinaires. Et nous nous opposons en cela à eux. Eux, ce sont les responsables politiques nationaux, pas les maires. Les maires sont souvent au contraire remerciés, de même que le conseil municipal. Comme des cahiers étaient ouverts autour de la période de Noël, on trouve parfois une bonne année à tout le conseil municipal et merci d'avoir ouvert ces cahiers. Les hauts fonctionnaires sont aussi ciblés sous cette appellation du E, les catégories pensées comme étant les plus fortunées. Que revendiquent ces contributions ou que font-elles valoir? Eh bien, le désir, la volonté même de vivre dignement et l'aspiration à une citoyenneté digne. Ça se décline en termes de citoyenneté sociale, avec le pouvoir de vivre, et citoyenneté politique, avec le pouvoir d'agir. Oui, alors du coup, ce pouvoir de vivre, il porte sur plusieurs thèmes dans ces contributions. Et nous avons inséré là, toutes ces contributions viennent des Deux-Sèvres, justement. Il y a même, je crois, Parthenay, Limalonge, voilà, si vous pouvez les lire. Alors, ce pouvoir de vivre, ces contributions, c'est quand même une expression de budget extrêmement contraint. Et il s'agit de baisser donc les dépenses, les dépenses premières, les dépenses obligatoires, et d'agir sur les revenus pour garantir les meilleures conditions de vie et d'une vie décente. Il y a ce qui est contenu dans ces cahiers aussi, c'est un désir de travailler et de vivre dignement de son travail. Alors évidemment sont évoquées des hausses de salaire, des rémunérations trop basses, des rémunérations pour les petits artisans, les petits patrons. Il n'y a pas de demande d'assistanat, vraiment. On veut travailler et on veut vivre dignement de son travail, et ça veut dire pouvoir éduquer ses enfants, ça veut dire pouvoir aller à la bibliothèque, pouvoir avoir à la fois une qualité dans l'alimentation, mais une qualité aussi dans la culture. Donc pas de demande d'assistanat, de très nombreuses, mais vraiment très, tu le disais Catherine, de très très nombreuses demandes de revalorisation des retraites qui sont jugées trop faibles pour assumer les besoins d'une fin de vie décente. Mais également, parfois, on trouve des regrets immenses de gens qui ne peuvent pas aider leurs petits-enfants, par exemple. Donc ça, on sent bien combien ça, c'est difficile et douloureux. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de femmes qui ont écrit sur ces cahiers avec des récits de vie, bien plus souvent que les hommes ne l'ont fait d'ailleurs, et pour exprimer des inquiétudes autour de la santé, l'alimentation, la mobilité quotidienne. Beaucoup de doléances aussi sur les services publics et sur la perte des services publics ou privés à proximité. Des enjeux qui rejoignent tout de même dans les esprits, les acquis sociaux en fait, et qui, nous le verrons plus tard dans quelques minutes, qui rejoignent l'idée d'un contrat social en juste retour de son travail et de l'effort fourni. Des demandes particulièrement fortes et nombreuses sur la justice sociale et la fiscalité. L'ISF, c'est la vedette, Catherine le disait, c'est vraiment cette demande de justice fiscale, elle est incarnée par l'ISF, avec souvent aussi une meilleure progression de l'impôt, une imposition forte sur les multinationales pour
pour avoir une sorte de levier pour réduire les déséquilibres entre ces multinationales qui ne sont pas suffisamment imposées aux yeux des cahiers de doléances, et pour rétablir un équilibre entre multinationales et petites entreprises. La lutte contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale, elle est évidemment très très souvent revendiquée aussi, presque aussi souvent que l'ISF. Les sujets liés à l'écologie, contrairement à la légende qui a circulé aux rumeurs, eh bien, comme les gilets jaunes, les cahiers de doléances ne témoignent pas d'un anti-écologisme ou d'un climato-scepticisme. C'est pas du tout. Par contre, les politiques qui sont menées par le gouvernement en matière de transition écologique, elles sont en revanche très questionnées. Et certaines demandes portent sur des changements systémiques plutôt que sur le ciblage des comportements individuels qui participent à culpabiliser tout le monde et qui sont absolument inefficaces. Et là aussi, on va retrouver le « eux » et le « nous » qui prend une dimension écologique, les « eux » pollueurs qui sont opposés au « nous » et pour une répartition plus juste de l'effort. Alors là, il s'agit des leviers d'action pour anticiper. Voilà. Ah, Catherine, pardon, excuse-moi. Juste quelques mots sur le versant politique des revendications de ces contributions. Les contributions, elles s'appellent à transformer le système représentatif, qui est l'objet de vives critiques. Il s'agit de réduire les inégalités qui sont perçues entre les représentants ou représentantes et les représentés. Les termes d'avantages, de privilèges des responsables politiques nationaux reviennent très fréquemment. Le terme de privilège avec tout son poids historique, évidemment, et l'écho de la Révolution française. Les avantages et privilèges des hauts fonctionnaires, des politiques, je l'ai dit, les indemnités, les avantages en nature, des contributions disent moi quand je pars à la retraite je continue à payer mon loyer, etc. Je n'ai plus les avantages de mon entreprise ou autre. Quand un premier ministre ou quand un chef de l'État n'a plus son mandat, mais lui il continue etc. La mention d'affaires judiciaires dans les contributions suggère un sentiment d'inégalité par rapport à l'état de droit. Tout le monde n'est pas traité de la même façon. C'est ce que laissent entendre certaines contributions. Les élus, pour l'essentiel élus nationaux, sont soupçonnés d'un manque d'investissement dans leur mandat, ce qui s'accompagne de la demande de diminution du nombre de députés et surtout de sénateurs. Vous en avez un exemple dans l'un des deux extraits là. Voilà, il faudrait diminuer le nombre de députés. Voilà, pour faire des économies. Pour renouveler les mécanismes démocratiques, il est attendu donc une plus grande écoute. Le renforcement des formes de participation citoyenne entre deux élections, que ça ne soit pas simplement au moment des élections. L'engagement local, qu'il soit associatif, bénévole ou autre, est valorisé. Et le fameux référendum d'initiative citoyenne, le RIC, est plébiscité. Au-delà, les élus sont appelés à rendre compte. La redevabilité revient fréquemment, doivent rendre compte et doivent apporter des réponses concrètes aux dispositifs participatifs. Les contributions font aussi mention des valeurs républicaines qui sont revendiquées. Il y a notamment la référence à la devise nationale, à Victor Hugo aussi qui est souvent cité, donc cette devise nationale, dont le dévoiement actuel, tel qu'il est perçu, est critiqué. Quant à la thématique de l'immigration, elle n'est pas absente, mais en réalité, elle s'avère moins présente que les questions socio-économiques et les aspirations démocratiques. Parce que si je renvoie aux idées reçues de tout à l'heure. Les différences territoriales. Alors ça, cette question, elle doit être aussi traitée avec beaucoup de précaution parce que d'abord, il est difficile à ce stade des travaux de recherche de tirer des conclusions. Mais bon, on peut quand même dire un certain nombre de choses. Déjà qu'il y a des différences de sujets, parfois des sujets précis
que l'on trouve dans certains cahiers de doléances et dans certains territoires, mais qu'on ne retrouve pas dans d'autres, l'éolien, l'immigration, évidemment, ça va être dans des territoires qui sont concernés par le sujet. Et l'immigration, pas nécessairement d'ailleurs. On note une différence manifeste entre les contributions des territoires ruraux peu denses, et qui sont majoritaires, ça on l'a dit, au sein du corpus, et celles des territoires urbains. Il y a une ruralité, il n'y a pas une ruralité évidemment, mais plusieurs. On ne vit pas de la même manière et en Pays Basque, en Deux-Sèvres, en Creuse, mais comme on ne vit pas tout à fait de la même façon dans le Bocage, Bressuiret, dans le Marais Poitevin ou dans le Mélois, on a des petits pays qui nous forment en quelque sorte. Une différence aussi est à faire entre les petites villes et les petites communes rurales de 200 habitants, évidemment. Les constats et les propositions sont associés à un mode de vie singulier, du coup, et un mode d'habiter qui caractérise les territoires ruraux. Il peut y avoir au sein des territoires une conscience collective, au sein des territoires ruraux, une conscience vraiment de nous, les ruraux. Car contrairement aux idées reçues, la sociabilité, elle est vitale dans les campagnes. Il y a un auteur, un sociologue, Benoît Coquart, qui évoque ça très très bien dans un livre qui s'appelle Ceux qui restent, et qui évoque les jeunes qui sont restés dans les campagnes et comment ils s'organisent une sociabilité et comment ils organisent leur vie avec des associations, l'équipe de foot, et comment ils essaient de trouver du travail aussi. Évidemment, Benoît Coquart, c'est un homme qui vient de l'Est et qui vivait dans les endroits désindustrialisés, donc évidemment où les problèmes sont très récurrents. Et du coup, ce mode de vie rural, notamment, s'est fortement dégradé ces dernières décennies. On a beaucoup entendu, on n'est pas représenté ou mal représenté, on est abandonné. Il y a donc une forte dégradation des services publics, de l'accès à l'emploi et de l'éducation. Il y a en Creuse une contribution qui évoquait, et là j'ouvre les guillemets, les oubliés de la Grande Région. Et pourtant, il y a un profond attachement à ces territoires, malgré les difficultés que ça comporte de vivre éloigné des services en tout genre. Fort attachement au territoire, avec... pardon ? Non, ça va, d'accord. Au mode de vie, il y a un sentiment de relégation par rapport au territoire urbain, et ce, malgré une mise à contribution par l'impôt qui est similaire, qu'on soit en urbain ou rural. Et surtout, en conclusion, je crois qu'il y a vraiment des choses qui reviennent de manière très récurrente. Il y a les questions liées à la mobilité du quotidien, la santé, les déserts médicaux, qui sont vraiment les contributions, les choses les plus souvent évoquées. Venons-en au levier d'action pour anticiper et agir. Au final, les cahiers de doléances révèlent une rupture du contrat social pour une partie de la population. Lors de nos travaux, nous avons été interpellés par une étude de l'Institut du développement durable et des relations internationales, l'IDRI, qui définit le contrat social selon 4 pactes sociaux que vous voyez décrits par le schéma affiché à l'écran. De quoi s'agit-il ? Défini comme tel, le contrat social peut se résumer ainsi. J'accepte le système actuel de démocratie, de sécurité, de consommation et de travail en dépit de ses inconvénients, à condition d'en obtenir suffisamment d'avantages. La sécurité est entendue ici comme un cadre protecteur pour les individus, garanti par les pouvoirs publics. En raison des évolutions récentes, certaines promesses inhérentes à ces 4 pactes sont rompues, et cela engendre des effets sociaux et politiques majeurs. Un défi de taille est notamment identifié, c'est-à-dire comment concilier solidarité collective et émancipation individuelle. Vous l'aurez compris, refonder le contrat social dépasse largement les frontières de la Nouvelle-Aquitaine. Ce rapport de la société civile organisée que constitue notre Césaire ouvre une réflexion globale et formule des préconisations à différentes échelles. L'État et la région, bien sûr,
mais également les autres collectivités territoriales et l'ensemble des acteurs et actrices de l'action publique, ce qui impose une action coordonnée. Nous avons identifié 3 enjeux. Pour chacun d'eux, le rapport esquisse un diagnostic général, puis un diagnostic au niveau régional, en s'appuyant sur ce que propose et ce que prévoit déjà la région, ainsi que sur les travaux du Césaire. Ici, on relèvera la pertinence des questionnements ouverts par la contribution de Societas, rédigée en 2022 par notre groupe de travail qui est dédié au sein du Césaire. Donc venons-en au premier enjeu. L'enjeu démocratique. Oui. Voilà. Vaste question, évidemment. Alors, vous retrouvez, les diapositives sont organisées de façon nette. Le diagnostic sur la partie gauche, les préconisations dont vous n'avez évidemment ici qu'un maigre échantillon. L'idée, c'est de vous inviter à aller lire le rapport. Donc, premier enjeu identifié, celui de l'enjeu démocratique. Je vous le disais tout à l'heure, les doléances révèlent une crise générale du système représentatif, avec une défiance qui va croissant envers les institutions. Ça s'accompagne de phénomènes qui sont perçus comme tels par la population, le manque de reconnaissance, le sentiment d'inégalité qui sont croissantes. Alors ça ne veut pas dire que les contributions font état de dépolitisation de la population, mais au contraire d'un sentiment de plus en plus critique à l'égard du système représentatif. La critique à l'encontre des députés et des sénateurs allait dans ce sens-là. Alors face à cette crise, les dispositifs participatifs sont perçus comme une solution. Ils l'ont été à partir des années 2000, mais c'est à regarder avec nuance dans la mesure où dans les faits, tels qu'ils peuvent être mis en œuvre dans certaines configurations, ces dispositifs participatifs, ça parle à tout le monde, dispositifs participatifs qui sollicitent vraiment la contribution des citoyens et qui co-construisent des projets. Donc dans les faits, dans certaines configurations, ils sont souvent déconnectés de la décision finale. C'est-à-dire que c'est un peu un cache-misère si les citoyens ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Et des spécialistes déplorent qu'il ne s'agisse là que d'une concession symbolique des représentants politiques vis-à-vis des représentés. Alors là, il y a là un paradoxe, puisque ces dispositifs sont a priori ce qui peut nourrir la réflexion démocratique et encourager à l'engagement démocratique, et en même temps, ça peut au contraire alimenter la défiance. Et le grand débat national en est un exemple caricatural. Alors, quelles sont les préconisations faites par le Césaire à la région sur cet objet-là? La préconisation principale consiste en la conception d'une feuille de route régionale sur les enjeux démocratiques. On est d'accord que la démocratie participative n'est pas la solution, qu'elle doit se fonder sur une complémentarité. Complémentarité entre démocratie représentative, démocratie délibérative et démocratie directe. C'est-à-dire qu'on conserve la démocratie participative, mais on la noue avec les autres modalités de démocratie dans l'idéal de démocratie continue qui est proposé par le juriste Dominique Rousseau. Le rapport identifie plusieurs objectifs que la feuille de route devrait prendre en compte. Vous avez des exemples d'objectifs là qui sont formulés. Voici quelques exemples de préconisations que j'ai extraits du rapport. Par exemple, pour les objectifs 1 et 2, ce ne sont encore une fois que quelques extraits. Faire preuve de la plus grande transparence de la part des élus pour ce qui concerne les dépenses liées à la représentation politique, pour répondre justement au sentiment de gabegie, de dépenses incontrôlées, etc. Encourager à une plus grande représentativité sociale des responsables politiques. Les listes pour les élections devraient s'ouvrir à plus de représentativité sociale. Ouvrir des espaces de dialogue entre élus régionaux et les citoyens et les citoyennes. Ou bien, pour l'objectif 3, dans le cadre justement de cette participation citoyenne pensée comme un vrai levier de démocratisation, si les conditions sont bien réunies,
l'encouragement de la région à soutenir les initiatives de budget participatif. Le budget participatif existe déjà, hein, ce n'est pas une chose qui sort de nulle part, mais il apparaît que ces budgets participatifs existent surtout en ville, et que quand les petites villes de campagne, enfin des territoires ruraux, veulent faire des budgets participatifs, elles ont du mal à tenir la durée, parce que les budgets s'épuisent. Donc la région pourrait apporter un soutien en ingénierie, un soutien avec un cofinancement, ce sont des modalités possibles, hein. Créer aussi les conditions de la participation des personnes les plus éloignées des dispositifs, parce que dans les dispositifs participatifs, on voit souvent les mêmes personnes prendre la parole, venir régulièrement. Ça implique des conditions aussi de faisabilité. Donc, tenir compte des horaires, par exemple, pour que des femmes puissent plus fréquemment participer à ces conventions ou autres, hein. Prévoir un soutien financier. Si on rate une journée de travail, il faudrait qu'il puisse y avoir une compensation et que le préfet ne vienne pas dire non, ça c'est illégal. Ça fait référence à un exemple effectif de la région. Un tirage au sort de citoyens peut permettre aussi à aller chercher des citoyens qui spontanément ne viendraient pas, mais encore faut-il pouvoir les accompagner, des formations à la prise de parole, l'examen des conditions de prise de parole et autres. Le Césaire lui-même ne s'exclut pas des préconisations et de participer à cette refondation démocratique en améliorant le suivi des préconisations, c'est-à-dire en faisant en sorte qu'il y ait un regard insistant, voire tenace, sur ce qu'il advient des préconisations faites par ce rapport, avec peut-être le soutien aussi de la Chambre régionale des comptes, en ouvrant aussi le Césaire à des formes de participation citoyenne, ce que fait le CESE au niveau national, en s'inspirant du mouvement des Gilets jaunes. Et par exemple, le droit d'interpellation citoyenne pourrait fort bien être mobilisé au sein du Césaire. Rapidement, le deuxième enjeu, ce sont les inégalités territoriales. Et on emploie ici, sur cette question d'inégalité territoriale, la continuité territoriale, pour insister sur l'importance de prendre en compte les caractéristiques de chaque territoire et les interactions qu'il y a entre eux, de manière à pouvoir lutter contre les inégalités, justement. Et parmi ces inégalités, il y a 3 enjeux ressortent tout particulièrement. On l'a dit déjà tout au long de cet exposé, l'accès aux services, mais c'est tellement des choses qui sont revenues très souvent. L'accès aux services, la désertification médicale et l'électronisme. La question des inégalités, évidemment, elle ne peut pas être traitée sans interroger l'organisation territoriale de la République. Et donc, évidemment, les dernières évolutions récentes au sujet de la déconcentration, de la décentralisation et des politiques de cohésion européenne. Pour le Césaire, il apparaît donc nécessaire de rééquilibrer les rapports entre l'État et les collectivités et entre acteurs locaux, en mettant les citoyennes et les citoyens au cœur de l'action publique locale. Catherine a bien mis l'accent là-dessus. Le pouvoir d'agir des institutions locales comporte à la fois des enjeux démocratiques, fiscaux, économiques et de services publics, évidemment. Au niveau national, il y a eu, de manière relativement récente, et justement à la suite des événements Gilets jaunes, la création de l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui entend répondre à ces enjeux, notamment avec des programmes tels que France Service. Il y avait aussi les centres-villes, j'ai oublié le nom, Petites villes de demain, voilà. Au niveau régional, merci de l'aide. Au niveau régional, le rapport préconise de s'appuyer sur une approche cohérente et stratégique des différents outils d'aménagement du territoire, et il y en a, ils sont cités là. Il insiste sur la nécessité de coopération locale et interrégionale, je le disais un petit peu plus haut. Il encourage à améliorer l'accès des services au public, à l'échelle intercommunale notamment. Et cette réflexion doit reposer sur une approche complémentaire entre l'offre des solutions de mobilité et le rapprochement de certains services. Alors, on verra plus tard peut-être sur les questions, des précisions quant aux SRADET et autres.
Alors l'enjeu numéro 3, pouvoir de vivre et écologie solidaire. Donc je ne reviens pas sur une forte disparité territoriale, les dépenses contraintes, revenus insuffisants. J'en viens tout de suite donc, aux 3 orientations qui sont donc détaillées. En 1, ce sont les leviers en matière de logement, de mobilité solidaire, d'alimentation et concernant la pauvreté des personnes âgées qui sont identifiées en tenant compte des éléments déjà mis en place par la région et en renforçant notamment les enjeux sociaux au sein de la feuille de route sur la Silver Economy. En 2, ce sont 2 axes concernant la dégradation du marché du travail. Premièrement, il s'agit d'ouvrir une conférence régionale sur le travail pour répondre aux enjeux soulevés par les doléances. Deuxièmement, nous préconisons d'engager une feuille de route sur les métiers du soin et du lien social entre la région, l'État, les départements et les partenaires concernés. En 3, concernant les politiques écologiques, l'ensemble du rapport invite à engager une réflexion de long terme, fondée sur les travaux de sciences sociales et de prospective territoriale. Il s'agit d'anticiper les évolutions, bien sûr, en cours, comme le fait notamment la DATAR sur les enjeux démographiques. Alors, le SRADET, peut-être on y viendra, et Néoterra ont pour horizon temporel 2030. Or, 2030, c'est déjà demain. Donc, nous invitons donc à anticiper les évolutions de la stratégie régionale en articulant les enjeux démocratiques, sociaux et écologiques soulevés par les doléances pour construire plus qu'un avenir acceptable, un avenir réellement désirable. Voilà. Merci de votre écoute. Oui, voilà. Un temps d'échange avec la salle. S'il y a des questions, je fais passer le micro, donc dites-moi. Merci madame. Merci pour ce travail important sur les cahiers de doléances. Excusez-moi, je me présente Daniel Barillo, retraité, ancien directeur général des services de la région Poitou-Charentes, l'an-dernier directeur général des services. Voilà. L'analyse est intéressante et je voudrais vous dire sur les causes. Vous avez, c'était une des toutes premières diapos, peut-être même la première. Je pense qu'il faut remonter d'un cran parce que vous l'avez, on le voit ensuite dans les ressentis de ceux qui ont déposé des doléances, l'éloignement du politique, etc. Le ciblage du national plutôt que d'autres échelons de décision politique. Vous l'avez dit, les maires sont plutôt congratulés pour leur action et leur proximité. Et donc, je pense qu'il manque un cran dans l'analyse, c'est pour ça que je me permets d'intervenir tout de suite. C'est que je pense que 2018 intervient après 2015, et 2015, qu'est-ce qui s'est passé? 2014-2015, qu'est-ce qui s'est passé? La fusion des régions. On a fait des régions énormes qui ont éloigné le citoyen de la décision régionale, des régions qui devaient faire des économies qui en réalité ont généré aucune économie. Et en même temps, il y a eu la fusion obligatoire des communautés de communes, qui avaient un échelon plutôt local, cantonal, qui sont venus passer pratiquement à l'échelon du pays, du micro-pays, mais il n'empêche, avec un système d'élection qui n'est plus direct, qui est indirect. Et donc, tout ça a fait que le lien entre le citoyen et le décideur politique, de quelque niveau qu'il soit, s'est éloigné. Et donc, ça a aussi contribué, je pense, alors ça n'enlève pas du tout ce que vous avez dit sur les causes, hein, mais je pense que ça renforce encore ce sentiment d'abandon, les oubliés, comme dit Louvain-Serre, hein, la Creuse, mais c'est les oubliés. Et donc, je pense que c'est ce sujet-là qu'il faut bien prendre en compte, parce que quand vous dites dans les préconisations, notamment au titre de la démocratie, rapprocher, etc., démocratie participative, etc. D'abord, région Poitou-Charentes, excusez-moi, mais on a fait la démocratie participative, même si elle n'a pas toujours été bien réussie et bien comprise, mais dès l'instant que la fusion a été faite, ça, c'est passé à la trappe, entre autres. Hein. Et puis, la décision
fait que toutes les économies qui auraient dû être faites n'ont pas été faites, et le citoyen, il a rien compris là-dedans. Et il a l'impression qu'il il est vraiment... il y a deux ou trois mondes qui ne s'intercroisent plus du tout, et c'est ce qui explique aussi que on a des difficultés. Et je voudrais rajouter un exemple tout simple, c'est que, alors je vais parler des communautés de communes, des régions qui sont agrandies, enfin qui ont fusionné, mais il y a également eu les fusions de communes qui ont pris effet. Elles, par contre, pratiquement les plus importantes, 2019, fin 2019, avant les élections de 2020, et qui se sont faites là, sans aucune discussion et comment je dirais, concertation avec les citoyens. Ce sont des élus qui ont décidé, alors qu'ils n'avaient pas le mandat, enfin, à part la possibilité juridique de le faire, mais ils n'avaient pas mandat parce qu'ils avaient été élus 6 ans plus tôt pour toute autre chose que les fusions, et donc ils ont engagé les fusions, qui ont remis en cause 250 ans d'histoire locale. Et regardez ce qui s'est passé aux dernières élections de 2026, pardon. Un certain nombre de ceux qui ont fait les fusions ont été sortis. Donc on voit bien que tout ça, ça touille, et le citoyen, il ne perd pas complètement le nord. Enfin, hein. Sauf que la région, pour lui, que dalle, il n'y comprend rien. Les élus régionaux, je mets au défi, sortez dans la rue, mettez au défi, personne ne connaît les élus régionaux des Deux-Sèvres. Hein, ce qui n'était pas tout à fait le cas avant, puisque de toute façon il y avait des proximités, il y avait des politiques qui avaient été mises en place, c'était ça, il y avait des liens locaux qui étaient faits. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ah non, voilà. Donc, moi je pense que dans les préconisations, moi je vais en faire une, parce que j'allais jusqu'au bout. J'en ferai une, et je pense qu'il faut se poser la question de la diffusion des régions. Eh bien oui, mais je pense qu'il faut avoir le courage. Je n'ai pas été un partisan de système qu'avait préconisé le président Sarkozy, qui voulait lui fusionner les régions de l'époque avec les départements, mais il n'empêche que la démarche, avec le recul, prenons le temps du recul, hein, la démarche, si elle avait été mise en œuvre, avec du temps, parce qu'il faut du temps sur des opérations comme ça, il faut du temps, avec du temps, je pense qu'on aurait mieux réussi. Aujourd'hui, on a raté la régionalisation, elle est ratée. Elle n'est pas ratée pour 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, elle est ratée pour 30 ans, 40 ans. Personne ne sait ce qui se passe à Bordeaux. Personne. Avec un problème supplémentaire, c'est qu'il n'y a aucun média régional qui couvre l'intégralité de la région Nouvelle-Aquitaine. On avait déjà le problème avec la région de Charente, mais c'est encore pire aujourd'hui. Vous êtes en Bretagne, vous avez Ouest-France, vous avez le Télégramme de Brest, qui couvre l'ensemble de la région. Ici, vous n'avez rien. Voilà, excusez-moi. Monsieur a demandé la... Catherine, tu veux dire un mot Je vais juste répondre Oui, vas-y, pendant que le micro passe. Sur la question de la région, ce qui est frappant, c'est qu'il est très peu fait mention de la région dans les contributions. Et quand il est fait mention, c'est pour dire on est trop éloigné, voilà, donc ça va dans le sens de ce que vous dites. On a constaté aussi le fait que les conseillers ou conseillères n'étaient pas identifiés. Il y a une conseillère régionale qui a été auditionnée par la section et qui aujourd'hui occupe, donc qui était précédemment dans le conseil municipal de Libourne et qui aujourd'hui est conseillère régionale et qui dit que vraiment elle mesure la différence. Voilà. Les gens venaient lui parler quand elle était conseillère municipale, mais aujourd'hui ils ne l'identifient pas du tout comme conseillère régionale. Et puis il y a un dernier point que je voulais dire. Ça va te revenir. C'est pas grave. Je veux bien dire un mot sur la question de la complexité des échelles territoriales d'études, au niveau de l'étude, et l'échelle temporelle aussi. C'est ce que j'ai un peu attrapé dans ce que vous avez évoqué. Alors, sur les échelles territoriales, dans l'exposé, on a évoqué cette question d'une complexité où on a des données, une étude au niveau national, des études au niveau départemental, mais sans doute l'échelle la plus pertinente, c'est l'échelle du bassin de vie. Et donc, il y a tout un travail à faire pour comprendre mieux les territoires, comment ça circule, comment les gens ont leurs activités, leurs déplacements du domicile au travail, etc., etc. Et donc cette observation-là, cette focale-là, elle n'est pas facile à attraper,
Heureusement, on a le service de la data qui travaille avec cette concentration sur cette problématique de bassin de vie, mais c'est pas simple. Après, sur les échelles de temps, parce que vous avez évoqué 2015, alors je crois que j'arrivais tout juste au Césaire en 2015, et il y avait une saisine à l'époque déjà du président de région sur la métropolisation, et alors qu'on n'avait pas encore, donc il fallait étudier cette chose-là, mais on n'avait pas encore les données de l'INSEE. Donc c'était compliqué de travailler de cette manière-là. Voilà. Donc les échelles de temps sont assez complexes aussi à gérer. Bon, voilà, c'était une remarque un petit peu factuelle sur les difficultés auxquelles on peut rencontrer quand on fait de la veille et puis après de la prospective. Monsieur. Une petite remarque liminaire. Je remarque l'exposé que vous venez de faire est absolument passionnant et je remarque que nous ne sommes qu'une vingtaine ici ce soir. J'espère quand même qu'on aura la possibilité, enfin que le grand public aura la possibilité de pouvoir prendre connaissance de vos travaux, parce qu'il y a quand même de quoi alimenter un débat, et un débat au sens le plus sérieux du possible. Hein. C'est pas une question de café du commerce, on a touché des questions essentielles. Alors voilà, j'en viens à ce que je voulais dire. J'ai toujours été tarabusté, moi, par cette histoire de relation entre les citoyens, les élus, en disant les citoyens, ils sont proches des maires, et donc tout va bien. Et les élus nationaux, ils méprisent. Mais enfin, c'est les mêmes. Il faut bien se poser la question de savoir que ceux qui s'engagent en politique, qui s'engagent au niveau national ou au niveau local, ont affaire aux mêmes personnes. Alors comment se fait-il que dans un cas, le citoyen s'y reconnaisse, et dans un autre cas, il critique de façon extrêmement sévère l'action des élus nationaux? Bon, j'ai une explication, mais qui n'est pas, que je vous dire comme ça, parce que ça n'a rien de scientifique, ni rien de pensée. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas les élus qui... Les gens ont l'impression d'être éloignés des élus, mais c'est pas tellement l'éloignement des élus qui compte, c'est surtout le fait que le pouvoir général, il échappe aux élus au niveau national. Il y a une grande hypocrisie dans le pays qui consiste à ne pas voir la réalité, c'est que les élus, quels qu'ils soient au niveau national, n'arrivent pas à appliquer leur politique, tout simplement parce qu'il y a, comment dirais-je, une bureaucratie, une technocratie qui empêche toute réforme profonde. Voilà ce que je pense. Merci de votre attention. Merci. Alors, c'est la première présentation qu'on fait de notre rapport. Donc, le rapport n'est pas encore imprimé. Ce qui est imprimé, c'est notre abstract. Donc ça, on a quelques exemplaires à vous donner. On n'est quand même pas venu les mains dans les poches. Donc oui, on espère que ça puisse aller sur des publics plus larges, et entre autres aussi vers des populations jeunes aussi, qui ont besoin aussi qu'on leur transmette ces informations. Je pense que c'est important. Après, Hugo, tu voulais répondre, monsieur? Sur un petit élément notable quand même sur ce que vous avez dit, c'est qu'en fait, il y a un changement aujourd'hui de la nature du parcours politique des élus, c'est-à-dire qu'à l'époque, on avait un parcours qui était ancré au niveau local. Et un des éléments du rapport, c'est de montrer qu'aujourd'hui, cet ancrage local est totalement remis en question par des trajectoires qui passent par des trajectoires qui passent par des grandes écoles comme l'ENA, et qui aujourd'hui ensuite arrivent de suite dans des fonctions de cabinet ministériel, puis peut-être présidentiel, et ensuite du coup deviennent élus. Et donc là on a un changement assez notable, et il y a des travaux qui ont été faits notamment sur la mandature 2017. Et la mandature 2017, la promesse du candidat Emmanuel Macron, c'était d'avoir une assemblée qui représentait davantage la société civile. Mais de fait, la variable géographique n'avait pas forcément été prise en compte avec l'ancrage dans les territoires, et donc on a des élus qui sont beaucoup moins, enfin qui sont primo-élus en fait. Mais le débat est difficile parce qu'il y avait aussi la volonté d'en finir avec une classe politique qui serait toujours pareille, qui serait voilà. Donc ces débats en fait ils sont complexes entre divers enjeux et après alors sur le débat sur la bureaucratie et la technocratie, c'est un vaste sujet.
Et en tout cas, dans tous les cas, les institutions ont leur inertie et c'est toujours difficile de changer des années de culture politique et administrative, mais c'est un vaste sujet. Oui, avant de je vais vous transmettre la parole. Juste, parce que dans nos travaux, on a aussi auditionné des élus, et ce qui ressort aussi de la parole des élus territoriaux, c'est la notion de détricotage de la décentralisation, qui est un sujet qui est complexe. Peut-être Yvan en dira un mot tout à l'heure, non? Parce qu'on travaille sur ce sujet-là. Oui, ma question rejoint est un peu dans la même ligne que la précédente, mais effectivement, moi je me pose des questions par rapport à l'échéance qui arrive, la symbolique présidentielle, et je me pose la question de savoir si un rapport comme celui-ci, ou en tout cas sur un travail national, puisse être pris en compte par les candidats dans un programme, puisqu'en fait, de toute façon, c'est forcément au peuple qui vont parler. Et j'aimerais savoir quelle est votre possibilité de persuader des candidats à intégrer, ou en tout cas à lire, à parcourir ces doléances dont ils ignorent probablement pas les doléances. Donc le problème est de savoir si ce rapport-là peut être enterré définitivement, et que du coup vous fassiez plaisir, enfin plaisir, en tout cas, non, je veux dire, du point de vue, mais en tout cas de la connaissance qu'on peut allouer aux autres, et c'est très, très pertinent, hein, c'est pas... Mais ce qui me fait peur, c'est qu'effectivement, comme beaucoup de rapports et de rassemblements citoyens, on a déjà connu, il y a plein de gens qui viennent, qui discutent, et en fait, on s'en préoccupe plus. Donc, ma question, elle est de savoir, est-ce que vous avez un tant soit peu de pouvoir pour faire monter ça, émerger au niveau national, alors du point de vue des Césaires. Bon, après, il s'agit d'une saisine du président de région. Donc c'est pas nous qui sommes auto-demandeurs et dans l'autosatisfaction de faire des travaux. Voilà, donc le président s'est tourné vers nous, on a répondu. Donc maintenant, effectivement, le passage est de son côté. Voilà, c'est à lui de savoir comment il va s'enrichir d'une certaine manière de ces travaux-là, dans ses prises de décision et dans la direction politique qu'il souhaite mener. Après, voilà, dans les doléances, les enjeux nationaux ne sont pas du coup dans le périmètre du président de région. Donc il y a toujours des notions de limite, et là on revient encore au sujet de la décentralisation, parce que c'est aussi une grosse problématique qu'il a, lui, à savoir comment se fait la répartition des compétences entre les différentes instances territoriales. Sauf que ce problème peut être récurrent. Si on regarde à travers les mauvaises lunettes, je veux dire, ça peut être une récurrence permanente. Donc ça veut dire que du coup, là encore une fois, effectivement, d'un point de vue démocratique, comment peut-on arriver à faire passer, au moins avoir un bagage obligatoire pour chacun des candidats, par exemple. Voilà. C'est-à-dire que du coup, au moins, ils ont ça sous le coude, et au moins, ils l'auront lu. Ça veut dire qu'il y en a un qui ne l'aura pas. Non, mais voilà, on fait notre possible, nous, à notre échelle et à notre niveau, pour essayer d'améliorer notre communication, notre visibilisation. Voilà. Après, bon, pendant notre parcours, il y a eu aussi à un moment donné un magazine spécial Sciences et Vie qui est sorti sur les cahiers de doléances, et il y avait, je me souviens très bien, un article qui était sur le courrier du président de la République. Et l'analyse de cet article-là donnait déjà une synthèse de ce que nous, on était en train de dire dans les cahiers de doléances. Donc, voilà, je ne commande pas plus. Bon, c'est une question particulièrement importante. Alors, on est à l'échelle régionale, donc Benoît l'a rappelé, saisi du président du conseil régional. Nous, ce rapport et la synthèse du rapport, on va l'envoyer à l'ensemble des parlementaires de Nouvelle-Aquitaine, puisque notre territoire d'action, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Mais en vous écoutant, il y a quelques jours, je discutais avec un collègue qui siège au Conseil économique, social et environnemental de la République, qui est la 3e assemblée au niveau national. Et l'un comme l'autre, on disait, quand on regarde les 15 derniers rapports du CESE, qui traitent des mutations économiques, de la façon dont l'intelligence artificielle
bouleverser l'ensemble des relations entre les individus dans le rapport à l'espace, au temps, etc. Quand on regarde le rapport du CESE sur les limites planétaires et donc la nécessité d'aller vers une transition écologique, il y a un retard dans ce pays sur cette question-là qui est impressionnant, sur les enjeux sociaux, etc. Les 15 derniers rapports, on a là un candidat au présidentiel prendrait ces rapports, il a là de quoi je dirais, produire un récit, parce que je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est un récit qui donne de l'espoir, qui soit crédible et qui donne de l'espoir, parce que voilà, il y a vraiment un débat politique qui n'est pas à la hauteur des enjeux, du dérèglement climatique, de la crise sociale, de la mutation économique au niveau national, et on a au CESE vraiment des matériaux, mais j'ai envie de dire à l'échelle régionale, comme avec les rapports du Césaire, qui sont sous-utilisés, et c'est un vrai drame pour la vie politique de ce pays. On a là des matériaux qui sont publics, vous pouvez aller sur le site du CESE, comme vous pouvez aller sur notre site, voir le rapport sur transition écologique et mutation industrielle, etc. Voilà. Et notre assemblée, comme le CESE, je le disais hier devant l'ensemble des conseillers régionaux, mais je pense qu'Alain Rousset, comme les vice-présidentes et les vice-présidents, ils ont compris que quand la CGT, le MEDEF, France Nature Environnement, la Chambre d'agriculture, etc., se mettent d'accord sur des propositions, l'essentiel du boulot est fait pour dire on s'arrête, on regarde telle proposition que l'on pourrait mettre en œuvre pour réduire les inégalités sociales, pour faire qu'il y ait plus d'égalité femmes-hommes, pour lutter contre les discriminations, etc. Donc c'est cette question-là, c'est la place de la démocratie sociale dans notre système politique où les partis, qui sont devenus des partis, je dirais, avec beaucoup moins d'adhérents dans les années 70, je veux dire, qui étaient des partis où quasiment, enfin, beaucoup de citoyens étaient investis dans les partis politiques. Aujourd'hui, j'ai été élu à Poitiers, j'étais dans une commune rurale, mais à Poitiers, il y avait 70 membres du Parti Socialiste qui choisissaient ceux qui étaient candidats aux élections municipales. Donc, quasiment tout le monde pouvait être candidat à l'élection municipale à Poitiers, ce qui n'est pas le Parti Socialiste d'il y a 15 ans, il y avait 500 adhérents à Poitiers. Et donc, les corps intermédiaires, que ce soit les organisations syndicales, les assemblées comme le CESE et les Césaires, jouent un rôle essentiel dans l'articulation avec ceux qui sont élus par le suffrage universel. Cette question-là, elle reste mal traitée et peu traitée en France de façon sérieuse. Et on est en lien avec ce qui est dit dans les cahiers de doléances et par les Gilets jaunes, cette question de la place des citoyens, de ceux qui ne sont pas élus, dans la façon d'élaborer les politiques publiques. Je dis que j'écouterai, mais... Désolé. Je redonne la parole à mon ami. J'ai une question sur le rôle du Césaire. En fait, ce dont je m'aperçois, c'est qu'au niveau national, il y a le CESE, au niveau régional, il y a le Césaire. Ce sont deux institutions. Ce sont deux institutions. Et donc qui sont reconnues, qui sont, entre guillemets, aussi légitimes que les autres assemblées élues, puisqu'ils sont en capacité de faire des propositions, de se saisir de questions, de répondre à des questions posées par les élus. Est-ce que dans votre réflexion, vous avez pensé au relais qu'il pourrait y avoir, toute la richesse du travail que vous faites, comment est-ce qu'il est en mesure d'être diffusé, d'être réapproprié sur les terrains? Alors, ça pourrait être une expérimentation à faire. J'imagine pas instituer un conseil économique et social par ville ou par quoi que. Mais justement, il y a les conseils de développement, mais comment tout ça pourrait être en articulation? Un bassin de vie, une ville, un conseil de développement qui pourrait se saisir, piloté plus ou moins par le Césaire, de questions dont vous avez eu la lumière là, à travers ces études. Parce que ce qui me frappe dans tout ça, c'est la couleur républicaine de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été brassé. Ça, il faut que ça soit diffusé, il faut qu'on s'en aperçoive, il faut qu'on se rende compte que le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas un mouvement d'irresponsable. Il y avait quelque chose de fondamental derrière, et c'était pas non plus un mouvement de division sociale. C'est quelque chose qui appelle au contraire à la défense des valeurs républicaines, et ça revienne, quoi.
il faudrait, j'imaginerais très bien, des débats à la suite de ce que tu viens de dire, là, des débats locaux, ressaisissons-nous de toutes ces questions pour faire société ensemble, quoi. Bon, on est le premier Césaire à avoir signé une charte de partenariat avec les conseils de développement au niveau régional. Parce qu'en fait, tu as raison, dans les intercos, quand il y en a, les conseils de développement réunissent des citoyens. Alors, comme le disait Catherine, qui ressemble beaucoup aux élus, mais c'est la même chose au Césaire. Je pense que c'est notre assemblée, elle représente une grande partie de la société civile, mais pas toute la société civile. Il y a des minorités dans les quartiers politiques de la ville, etc., qui ne sont pas au Césaire, et je pense qu'il faudrait que cette assemblée évolue. Mais de ce point de vue-là. Mais les conseils de développement, à l'échelle territoriale, sont des partenaires avec lesquels on travaille. On les auditionne sur des sujets sur lesquels ils ont travaillé, par exemple sur les espaces ruraux et les mobilités. Il y avait un conseil de développement qui avait travaillé là-dessus. Et on est dans une relation d'égal à égal, puisque eux s'alimentent de nos travaux, et nous aussi. Mais tu as raison de poser la question, c'est dans les territoires. Alors, Benoît dit dans les bassins de vie, moi je dis dans les intercos. Voilà, parce qu'on a des partenaires identifiés. Voilà. Les bassins de vie, c'est un peu plus flou. Mais les intercos recouvrent souvent des bassins de vie, des bassins économiques, etc. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut qu'on conforte les relations. Et moi, je l'ai dit hier aux conseillers régionaux, je ne sais pas s'ils l'ont entendu, mais en disant, dans vos territoires, on est prêt à venir présenter nos travaux ou à participer à des tables rondes sur des débats que vous organisez. Voilà, c'est vraiment à cette échelle territoriale-là que l'on peut avoir des partenariats importants. Bon, vous avez donc compris que c'est pas moi qui ai déclenché l'alarme par mon intervention. C'est peut-être une question d'orientation. Bonjour, Michel Mignard, je suis Murté. Et alors, la question que je voulais évoquer et poser aux intervenants est peut-être un peu passée du fait des autres interventions. Ceci étant, il a été évoqué les échéances électorales, l'échelon national, on est redescendu à l'échelon local, etc. À votre connaissance, puisqu'il s'agit d'une saisine du président de région Nouvelle-Aquitaine, y a-t-il des travaux similaires, voire identiques, dans les autres régions qui pourraient être compilés, mis en rapport les uns avec les autres, comparés, pour peut-être en faire ressortir quelque chose qui soit plus national, si l'échéance est nationale? Donc à notre connaissance, alors c'est ce qu'on disait, je crois qu'on l'a pas dit en introduction, mais la région de l'Aquitaine c'est la plus étudiée par les chercheurs, parce que en fait, on vous disait, les études sont conduites au niveau départemental, et en Nouvelle-Aquitaine vous avez une étude dans la Creuse, dans la Vienne par Catherine Rameau ici présente, dans la Gironde, les Landes, qui sont en cours. Par contre, dans les autres territoires, oui, Charente-Maritime par une archiviste, oui, c'est ça. Et ce sont des universitaires. Alors et dans les autres territoires, à notre connaissance, il n'y a pas eu de saisine similaire par des présidents de région, comme ça a été le cas ici. Et par contre, des fois, c'est un seul département. Vous avez la Somme qui a été beaucoup étudiée, l'Orne. Pas l'Allier. Parce que l'Allier, ils les ont caviardés et mis en ligne leur. Voilà, mais alors après, c'est des démarches, il y a plein de démarches. Parce qu'après, vous avez aussi des démarches de groupes de citoyens. Voilà, le Jura. Vous avez aussi des démarches de groupes de citoyens en fait qui se sont dit on peut pas rien faire, qui se sont associés aux archivistes et qui se sont proposés en fait de retranscrire les doléances de manière numérique. À la Réunion aussi. Oui, à la Réunion, il y a un travail de recherche qui est en cours. Mais vous voyez, c'est seulement c'est très voilà. Et à côté de ça, vous avez des gros travaux nationaux qui essaient de produire ce type de cartes qu'on vous a montré et qui ont une ambition plutôt générale et qui vont pas dans le fin des verbatims, dans la territorialisation des propos, voilà. Et en fait, c'est deux démarches assez différentes et c'est là que les travaux nationaux se heurtent à des difficultés vraiment grandes, avec un matériau qui est très inégal en termes de qualité, et du coup pour ressortir la proposition la plus citée, c'est quasiment impossible en fait. Parce que selon les groupes de mots qu'on étudie, si ça a été bien orthographié, s'il y en a plusieurs idées, c'est là qu'en fait le gouvernement, quand il a confié cette analyse à cabinet de conseil en 4 mois
parce qu'il a donné 4 mois pour analyser ce corpus. Les cabinets de conseil qui ont la production à la fin était très critiquée pour son manque de rigueur et pour le temps d'exécution. Et en plus, c'est un détail mais c'est très important, ils expriment le pourcentage par idée et pas par mot. Mais comment on dégage une idée du corpus comme ça énorme? Donc vous avez sur le même plan des idées de type lutter contre l'évasion fiscale, voilà, qui a pas, selon leur méthodologie, elle apparaît pas comme majoritaire. Et à côté d'autres idées qui sont totalement minoritaires et qui sont un peu mises sur le même plan en disant bon ben voilà ce que disent les doléances. Et du coup vous avez un tableau comme ça et puis à la fin ça sort une sorte de programme politique qui n'est pas forcément très novateur par rapport à ce qui est déjà mis en place. Donc voilà, ça interroge beaucoup finalement sur ces méthodes-là. Mais à notre connaissance, du coup, non, il n'y a pas de démarche aussi... et d'où la complexité d'ailleurs de la démarche régionale. Ok, merci. J'ai une question, si on a encore le temps. Puisque nous avons 2 personnes qui ont eu la gentillesse de bien vouloir être présentes ce jour, qui ont contribué au cahier des Deux-Sèvres. Donc est-ce qu'on pourrait avoir votre sentiment après l'écoute? Est-ce que vous êtes reconnu partiellement, pas du tout, ou totalement ou... Ce sont les 2 personnes, on peut vous désigner? Moi, je me reconnais un peu. Pardon, allez-y. Hein. Oui, non, allez-y. Je me reconnais dans ce que vous avez dit, les conclusions et l'étude que je trouve vraiment extraordinaire. Mon impression, moi je ne connaissais pas le Conseil économique social, je sais qu'il existe au niveau national, mais vous voyez, au niveau régional, je suis incapable de vous citer un élu régional. Pourtant, je ne suis pas quand même un citoyen totalement coupé de la réalité. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu, on a vu un très beau gâteau dans une vitrine. Vous nous avez présenté quelque chose d'extraordinaire. Le gâteau, il est magnifique, mais personne ne va en manger. Et là, quand j'entends que les politiques font appel à des cabinets de conseil, je me dis que, bah oui, ça continue. C'est-à-dire, je ne vois pas, il y a un instrument régional qui existe. On connaît sa qualité, ou en tout cas, on sait ce qu'il peut produire, et on se précipite vers une société privée. J'ai rien contre, hein, il faut bien que tout le monde travaille, mais là, ça me paraît délirant. Donc le gâteau, il était très beau, je vous félicite. Sur ce sujet, il y a quelque chose de très important à dire, et ça concerne la Nouvelle-Aquitaine. Il y a un choix qui a été fait de ne plus faire appel au cabinet de conseil, notamment pour les travaux d'évaluation. Et donc là, ça concerne que la Nouvelle-Aquitaine. Pour les travaux d'évaluation et pour les travaux d'études prospectives. Voilà. Donc ils ont confié à un service dédié, auquel d'ailleurs le chef c'est un universitaire toujours actif. Donc ça montre aussi un signal fort, hein, parce que c'est pas, du coup on n'a pas donné ça à quelqu'un qui avait une formation, qui n'a jamais fait de recherche de sa vie, qui a vu les sciences sociales seulement dans sa formation. Donc là il y a quand même un message clair. Et c'est cette fameuse Datar dont on parlait, du coup, hein, en symbole à l'ancienne Datar sous De Gaulle qui menait des politiques très centralisées de l'État vers les territoires. Le président de la région, Alain Rousset, a sûrement fait un clin d'œil à ça en disant nous, on va faire notre propre Datar au niveau pas seulement ça, Hugo. Moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais en tout cas, cette démarche-là, voilà, pour pas homogénéiser tous les élus en disant ils font appel au cabinet de conseil, il y a certaines démarches assez louables de ce type. Et il faut savoir que la Commission nationale du débat public avait préconisé au gouvernement de confier l'analyse des doléances aux universitaires. Un appel à projet avait été lancé. Le gouvernement a dû se dire ça va prendre trop longtemps, on va confier ça à un cabinet de conseil. Donc voilà, c'est aussi des choix politiques, c'est pas les élus en général, c'est des choix politiques faits par certains élus. Et la notion de vitesse est aussi souvent les échelles de temps. Voilà, on veut des résultats très vite et en fait face à des corpus comme ça, on peut pas en 4 mois. Voilà, pardon. Alors moi je dois dire que tout d'abord j'ai été très étonné d'être appelé par les archives départementales convié à cette conférence suite à une contribution que j'avais faite au cahier de doléances parce que pour tout dire je m'en souvenais plus. Enfin on m'a pas parlé de cahier de doléances à l'époque, on m'a parlé de je sais plus comment ça avait été présenté. Les citoyens probablement.
Cahier des territoires, suppléants, cahier d'expression libre. Mais après, ça m'est revenu. Hein. Et je dois dire que je suis admiratif devant le travail que vous avez fourni, effectivement. J'imagine la masse de travail, même avec l'aide de l'intelligence artificielle, c'est quand même très, très remarquable. Et effectivement, j'espère que de tout ça, il en ressortira quelque chose. C'est le moins qu'on puisse espérer. Alors, quant à dire, si je me suis retrouvé dans les sujets, quand je me relis, je dis effectivement, je m'y retrouve. Hein. Je suis retraité, donc j'ai parlé des retraites, j'ai parlé de la fiscalité, de l'éducation, de l'écologie, des élections, de l'immigration et de la TVA. Enfin, de la fiscalité, de la TVA. Donc, voilà, bravo à vous. C'est exemplaire. Oui, on est un peu rattrapé par le temps, donc je vais me permettre un mot de conclusion. Tout d'abord, un grand merci. Vraiment, c'était passionnant. Et je pense que toutes et tous, on a vraiment conscience d'être privilégiés ce soir, d'avoir entendu cette analyse qui a été menée au niveau régional. Et moi, je fais forcément le lien avec 1789. Forcément. Et là, quelque part, moi, je repars un peu inquiète, parce que je me dis, ce feu-là qui est sous la cendre depuis 2018, et finalement, toutes ces questions auxquelles les politiques n'ont pas apporté de réponse, qu'est-ce que ça va devenir? Et pensons à 1789, s'en sont suivies quand même 10 années terribles pour la France. Voilà, donc c'est vraiment, moi je repars avec un grand merci et vraiment avec un souci de responsabilité individuelle. Chacun, chacune, ce soir, nous avons eu la chance d'approcher ce rapport dont, personnellement, moi j'attends la mise en ligne avec beaucoup d'impatience. J'ai déjà regardé, hein, j'ai vu qu'il n'était pas en ligne. Mais vraiment, j'espère que nous aurons toutes et tous le souci d'aller voir ce rapport en ligne dès qu'il le sera et d'être témoin et missionnaire de cette analyse qui, il faut absolument faire savoir ce qui a été mené en Nouvelle-Aquitaine. Ce sera intéressant quand ce sera mis en ligne, qu'on vous prévienne. Vous, tout à fait. Que vous... Prévenez-nous et alors voilà, comptez sur moi, je fais circuler au niveau national. La communauté des archivistes est une toute petite communauté professionnelle. Et du coup, voilà, vous transmettez ça. Mais déjà, au niveau régional, moi, je vais faire l'écho de cette conférence de ce soir, de sa qualité et vraiment de l'enthousiasme des participants. Je regrette qu'on soit qu'une poignée, mais finalement, c'est pas la force du nombre, c'est la force de la qualité. Et je pense que si chacune on repart convaincu qu'on a vécu un moment privilégié, vraiment le défi sera gagné. Donc je fais savoir au niveau Nouvelle-Aquitaine, je fais savoir au niveau national dès que c'est en ligne. Et puis... Si je peux me permettre, il y a aussi sur les réseaux sociaux des pages Facebook de Gilets jaunes. Je pense qu'ils sont encore actifs. Et ça vaudrait le coup que l'info passe aussi au niveau des Gilets jaunes eux-mêmes pour qu'ils entendent que leur parole n'est pas dans le... Lettre morte. Oui, tout à fait. Et peut-être juste une suggestion, c'est une infographie de restitution des conclusions que vous avez tirées. Quelques dessins, mais absolument pour faire savoir ce qui ressort de ces 25 000 cahiers. Le rapport sera aussi imprimé, hein. Il sera mis en ligne, je crois, début juillet. Enfin, voilà, alors il y a le petit abstract qui sera disponible là, qui est donc une petite synthèse. Mais le rapport sera disponible en ligne, mais il sera aussi imprimé et tous les rapports sont disponibles. Tous les rapports du César sont disponibles à tout à chacun qui va sur le site du César. Au chapitre publication, on peut tout à fait demander à ce que vous soit envoyé tel ou tel rapport, s'il vous intéresse, si vous pouvez envoyer dans les 2 ou 3 jours, je peux vous assurer que ça marche formidablement bien et que là, vous avez vraiment de quoi nourrir la réflexion. Merci beaucoup. Pas seulement, alors il y a tous les rapports, tous les avis du Césaire d'ailleurs sont mis en ligne sur le site du Césaire, mais au chapitre publication, tu peux tout à fait recevoir le rapport papier sur demande.
il suffit que tu as mis ton adresse, que tu le demandes et tu le reçois. Ah bah si, on peut faire ça aussi, mais ça n'est pas, c'est même pas nécessaire. Et j'imagine qu'à la région Nouvelle-Aquitaine, vous avez un service d'archives régional qui se charge d'archiver très méticuleusement tous ces documents-là. Aussi. Voilà, ce qui fait que les citoyens peuvent venir consulter également ces documents aux archives régionales de Nouvelle-Aquitaine. C'est clair. Non, il n'y a pas d'archives régionales. Il y a un service, mais ils n'ont pas. Rien à voir. En tout cas, il archive des documents plus anciens que ce qui est produit jusque-là. Le centre de documentation, les archives en anglais, ce sont les données. Merci à tous. Merci. Merci à vous. Merci à vous.